Vilaine Morel, Parc de Librement. Nous, on essaie de travailler justement sur la question de l'alimentation. À l'échelle territoriale, de la relocalisation. Et il y a un projet qui a émergé. Donc, on est un territoire rural, mais un parc relativement peuplé. Néanmoins, on a des communes qui, pour l'instant, n'ont pas de commerce. Et on a donc des élus de ces communes, de ces petites communes, qui, ensuite relayés par leur comité de communes, ont impulsé la question des commerces ambulants, quoi. Et donc, on a été aussi amené à animer un groupe de travail là-dessus qui comprenait à la fois donc, la commune, communauté de communes, un collectif d'agriculteurs, le parc, voilà. Et donc ça aussi c'est intéressant parce que voilà, à partir d'une demande locale, enfin d'un besoin local, d'un vide, on peut aussi remonter sur une organisation au niveau de la logistique de l'alimentation, quoi, et en faisant le lien avec le local. Sur un projet qu'on a suivi d'assez loin, mais je pense qu'il peut être aussi un témoignage assez intéressant. C'est un projet qui a été initié par l'association des Sens du Goût, qui travaille sur le territoire du Valenciennois, qui donc correspond en partie au sud du parc Scarpesco. Il y a eu donc de leur part une volonté de créer une maison de l'alimentation et donc de faire tout un travail réunissant des acteurs qui travaillent sur l'alimentation, autant sur sa problématique santé, obésité, etc., que sur la problématique provenance de l'alimentation et donc du coup les circuits courts. Et pour un petit peu donner le coup d'envoi à ce partenariat, ils ont organisé une journée du goût, qui était assez sympa puisque du coup on a pu rentrer dans le sujet en se mettant à la place de quelqu'un qui s'est réapproprié son alimentation, en se rendant compte en fait que nous-mêmes à titre personnel, tous les agents qui étaient là, tous les partenaires, alors vraiment très différents qui étaient autour de la table, avaient une approche très incomplète de leur propre alimentation, et donc du coup on se met à la place de la personne à qui on veut s'adresser. Et ça nous a tous, ça nous a un peu fait perdre nos casquettes, voilà, chacun de notre institution. Et je pense que pour la dynamique partenariale, c'était vraiment intéressant, puisqu'on s'est retrouvés d'abord entre personnes, et ensuite on a pu se remettre entre structures ensemble. Oui, ce qui illustre certainement bien le propos qu'il faut que tous les acteurs se saisissent du projet pour qu'il reste viable, parce que bon... Nous, sur le PNR du Vercors, on est à peu près dans le même schéma, c'est-à-dire que si, sur certaines problématiques, l'ensemble des acteurs ne se mobilisent pas, malheureusement, les projets n'émergent pas du tout. Pierre Guédon, au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je vais un peu dire quelque chose de similaire que j'ai dit à l'atelier précédent, à savoir que il semble important que le partenariat s'établisse entre l'offre et la demande. Et bon, c'est ce qu'on fait notamment sur un pays qui s'appelle le pays de Haute-Provence, qui a pour noyau urbain Manosque, et autour duquel il y a une dynamique qui a plusieurs années maintenant de mise en relation des prescripteurs de la restauration scolaire et des producteurs locaux. Et je pense que l'effet levier qui est en jeu est très important, et que c'est par cette dynamique donc, et par cette mise en relation et par la création d'une réponse à la demande locale en matière de restauration scolaire par les produits locaux qu'on arrive à, via la sensibilisation des élèves et le travail avec les parents d'élèves, à aussi aller au-delà de la restauration collective et faire entendre l'intérêt de la consommation de produits locaux. Martine François, je suis au GRET. Moi, je suis un peu étonnée par les différents témoignages qu'on entend aujourd'hui, dans le sens où on ne voit pas tellement les consommateurs dans les différents témoignages. Alors, je voulais savoir si
au-delà des fédérations de parents qui sont naturellement partenaires dans les opérations de restauration collective, est-ce qu'il y a une volonté d'aller voir un peu les consommateurs, soit dans leurs associations, soit de trouver des petits panels ou des groupes pour organiser la discussion? Est-ce que c'est quelque chose auquel les agriculteurs aspirent, ou alors est-ce que finalement c'est pas leur métier de parler aux consommateurs et à la limite ils n'ont pas envie, quoi? Sans vouloir répondre directement à cette question-là, il y a une chose qui me frappe beaucoup dans les résultats qu'on a finalement sur le PNRA, là, sur le parc d'Armorique, autour de la question des bassins de vie, justement. Parce que là où ce qui est étonnant, c'est que finalement le parc d'Armorique, c'était un peu la zone Astérix quand même, parce que c'est la zone qui n'a pas connu le développement classique des producteurs bretons. Et donc se développe d'abord effectivement un début de circuit court autour notamment de Bro-en-Arrée, enfin des magasins de vente collectifs, qui était ce que Gilles ce matin a appelé un peu les hippies, ou finalement des gens très militants qui voulaient s'installer, vivre au pays, vendre au pays et compagnie. On s'aperçoit que très vite les nouveaux installés justement dans la même zone, donc attirant quand même ce que disait tout à l'heure Louis-Marie, des néo-ruraux quand même, qui s'installent dans cette zone Astérix, là. Ils ne s'installent plus en alimentant le magasin local. Ils vont s'installer, et ça répond en partie à ce que vous dites, ils vont s'installer avec un marché qui est finalement dans les villes du coin. C'est-à-dire qu'ils vont sur Quimper, ils vont sur Brest. Donc la notion de bassin de vie, je ne suis pas sûr qu'il faille employer le mot bassin de vie en la matière, c'est plus finalement une sorte de coopération de néo-ruraux en installation et développant des modèles en opposition avec le modèle breton existant, mais trouvant leur marché là où ils peuvent le trouver. Et il y a quelques néo-ruraux en dehors de la zone qui viennent éventuellement sur les marchés du PNRA, et vraisemblablement, comme on n'a pas toutes les flèches, aussi sur les marchés de Brest, de Morlaix ou de Quimper. Donc on est bien, vous voyez que finalement là il y a une dynamique de fait qui part d'abord d'une dynamique militante et qui maintenant est une dynamique de marché. C'est-à-dire quand on s'installe aujourd'hui, le marché où est-ce qu'il est? Il est là où il y a des concentrations de population, qu'elles soient sur les villes du coin ou qu'elles soient dans les zones côtières. Moi c'est comme ça que j'interprète plutôt les choses sur les deux schémas que l'on a vus. Ça c'est une première remarque que je voulais faire sur cet aspect du PNRA. Et l'autre remarque qui est intéressante, à mon avis aussi, c'est autour de la question de l'abattoir. Parce que, effectivement, cet abattoir du Fou, qui est un abattoir qui fait, on l'a rappelé, 2000 tonnes d'abattage par an, alors que la moyenne, c'est 160 000 tonnes. C'est quand même. Donc ça reste, effectivement, là aussi, David contre Goliath. On en retrouve d'ailleurs d'autres par ailleurs. Vous pouvez citer celui de Quintin, qui est en train de fonctionner aussi à peu près de la même façon. Et là, on est face à un autre problème. C'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement dans la dynamique des circuits courts, on est dans la dynamique des produits locaux. Donc là, ce matin, on a évoqué les circuits courts avec un seul intermédiaire, puis ensuite on a parlé de circuits de proximité. C'est soit les 80 km, certains vont jusqu'à 200 km, et là, pas du tout. On est dans les produits locaux. Les produits locaux, les bouchers du coin, ils s'approvisionnent en local. Mais ils ne s'approvisionnent pas auprès des mêmes producteurs que ceux qui sont sur les produits circuits courts. Et donc là, on a une contradiction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut réellement développer? Est-ce qu'on cherche effectivement à dynamiser un territoire, un espace local, en s'associant avec effectivement des acteurs qui ne sont pas sur la même longueur d'onde en termes de modèle de production? Ou est-ce que l'on veut développer des circuits courts autour d'un modèle agricole différent? Et on voit bien que là, il y a effectivement tout de suite de fait, dans un premier temps, des concurrences, mais en même temps des besoins de coopération, parce qu'ils ont les mêmes besoins, qui sont de travailler avec des abattoirs qui sont capables de traiter un nombre d'animaux relativement faible, avec une traçabilité minimum, dans des conditions de production qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui vont être adeptes des circuits courts, et plutôt en bio ou dans d'autres systèmes de production. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, justement. C'est une notion qu'on va retrouver qui va être plus étendue à ce moment-là, parce que si on parle de produits locaux, là, on est dans le micro-local. Mais finalement, aujourd'hui, il y a aussi une autre dynamique qui est en train d'être prise, non pas simplement par les micro-locales, mais par le macro-local.
on voit apparaître aujourd'hui des dynamiques autour de produits en Bretagne, par exemple, dans lesquels il n'y a absolument aucune garantie sur l'origine, sur les conditions de production, sur les conditions de vente et compagnie. Donc là, il y a des réflexions à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche à développer, à quelle échelle de territoire et avec quel acteur, et quelquefois avec des contradictions qu'il faudra résoudre quelque part. Je voulais répondre un peu sur la question des consommateurs. C'est vrai que, bon, d'une part, dans les parcs, en tout cas en ce qui me concerne, moi je suis sur la mission agriculture, forêt. Donc, depuis toujours, et je vais vers les agriculteurs, et c'est par les agriculteurs qu'on a abordé les circuits courts. Et c'est peut-être pas forcément... Enfin, c'est pas la méthode forcément unique et peut-être la meilleure. Cela dit, avec les consommateurs, on a un problème d'identification, quoi. Moi, je peux vous dire, il y a 31% de retraités dans le parc. Je peux vous dire, il y a 60% de foyers fiscaux non imposables à bas revenus, des choses comme ça. Je peux vous dire, il y a des emplois de type, il y a du chômage chez nous qui est en train de se développer en masse, etc. Mais ça fait pas des interlocuteurs de consommation, quoi. Et c'est parfois, effectivement, la difficulté, c'est que, et on l'a vu dans le locataire, parce qu'il y a très peu ou pas du tout d'expériences qui sont basées sur l'entrée consommateur, quoi. Or, c'est vrai qu'à Brest, il y a des groupements qui se montent, il y a eu des dynamiques aussi côté consommateur, on arrive à se rapprocher d'eux, mais là encore, c'est peut-être le problème de l'animateur, c'est qu'on n'est pas forcément bien placé, nous, tout seul, pour aller voir. Donc là, il y a des partenariats d'animation à voir, quoi. Alors moi, je vais peut-être y répondre aussi par le biais du programme que je gère conjointement avec le Parc naturel régional du Vercors, qui est Alimentation, Santé et Territoire. Et en fait, nous, on n'a pas pris l'entrée consommateur au sens propre. On a une problématique de centres de vacances à approvisionner. Donc on est parti sur une enquête basée sur eux pour voir quelles étaient les problématiques. Et justement, la dynamique partenariale qui, pour nous, est historiquement sur place depuis que le parc a été créé. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a des points de blocage qu'on n'arrive pas du tout à expliquer, alors que... Ben voilà, on a un consommateur X au milieu, 4 producteurs autour, il a une demande, mais on ne sait pas pourquoi, ils ne travaillent pas ensemble. Il va aller travailler avec le producteur qui est à l'autre bout du parc. Donc on a, on a essayé un peu de traiter l'entrée consommateur par ce biais-là, mais on en est encore en train de traiter les résultats et d'essayer de peaufiner, en fait. Donc, je suis Michel Javrin, je travaille au parc du Pilat. Donc nous, on est dans un territoire qui est très très périurbain, puisqu'on a des grosses agglos autour, hein, Lyon, Saint-Étienne, Annonay, Vallée du Rhône. Donc par rapport à cette question-là, hein, nous, on a un territoire où la vente directe et les circuits courts sont très très développés par les producteurs fermiers. Nous, on a à peu près presque la moitié des producteurs qui font de la vente directe. Donc la question, c'est que a été abordée... Enfin, il y a une multitude de partenaires qui interviennent là-dessus, hein, notamment. Et dans le cadre d'un programme l'IPROCO, que beaucoup connaissent, il y a Saint-Étienne Métropole a réalisé un travail d'enquête auprès des consommateurs stéphanois, donc très urbains, pour savoir qu'est-ce qu'ils attendaient comme type de produit, dans quels endroits, etc., en circuit court, quoi. Et alors, enfin, moi, j'ai pas... les résultats, ils viennent juste de sortir, là. Hein, donc, c'est une enquête qui a été faite par Internet. C'est assez compliqué à analyser et savoir qu'est-ce qu'on peut en dégager comme action, quoi. C'est-à-dire comment faire pour amener des produits aux consommateurs par rapport à ce qu'ils demandent, directement de la part des producteurs ou avec des choses de proximité. Sachant que dans cette enquête-là, il y a beaucoup de choses qui sont... Alors c'est mon opinion, ça, je vais relativiser, quoi. Mais qui relèvent beaucoup des préjugés par rapport aux produits de circuits courts. Les circuits courts, c'est cher, c'est pas pratique, c'est compliqué à cuisiner. Enfin bon, il y a toute cette série-là, quoi, même si c'est frais et que ça vient de pas loin. Et qu'une grosse partie des consommateurs qui s'approvisionnent en circuit court, ce qu'on en retire, c'est que c'est des gens qui sont des militants. Je pense qu'on a épuisé maintenant le volant, enfin en tout cas dans notre secteur, hein, le volant de consommateurs qu'on a pu aller chercher facilement.
Après, alors là, il y a des débats entre nous, hein, entre les élus, les producteurs, c'est-à-dire si on veut développer encore ces circuits auprès des consommateurs, est-ce qu'il faut aller répondre strictement à leurs attentes qui sont souvent des attentes de ce que leur offre l'agroalimentaire, c'est-à-dire des produits tout prêts qu'on met dans le micro-ondes et c'est tout, quoi. Et en plus pas cher. Donc, enfin voilà, il y a certainement dans cette étude-là qui porte quand même sur presque 1000 consommateurs, hein, donc c'est pas rien. Il y a peut-être des choses, mais bon, c'est en train de sortir, quoi. C'est l'Université de Saint-Étienne, hein, qui travaille là-dessus, Anne Prigent, Simonin, voilà. Donc je me présente, Martin Métayer. Je suis déjà intervenu plusieurs fois sous le nom de la Confédération paysanne de Champagne-Ardenne. Là, je vais intervenir sous le nom de l'Ardéar Champagne-Ardenne qui, actuellement, et c'est pour rebondir aux 2 interventions qui ont été faites sur les abattoirs et sur la place des consommateurs. C'est donc en Champagne-Ardenne, on ne peut pas dire que ce soit le bassin de naissance des circuits courts. Il y a 10 ans, il n'y avait rien. C'est de l'agro-industrie énormément. Mais là, on voit des expériences naître un peu, notamment en Haute-Marne. En Haute-Marne, il y a un abattoir de proximité, un abattoir local à Chaumont, qui aujourd'hui se maintient grâce aux circuits courts et le reconnaît. Donc les circuits courts de Haute-Marne qui représentent maintenant 20% de son abattage. Et donc les circuits courts ont joué leur rôle et ont pesé dans la balance. Et aujourd'hui, l'abattoir qui a été en difficulté se maintient grâce aux circuits courts. Donc il y a vraiment un réel enjeu, et c'est la remarque que j'ai faite tout à l'heure dans l'atelier 1. Il faut les développer, les circuits courts, mais aussi il faut permettre de les pérenniser, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'actions qui se construisent autour de ça. Et puis si ça, il y a pas que les producteurs, il y a tout un réseau, comme on l'a déjà présenté. Et là-dessus, c'est important de le prendre en compte, cette notion de pérennisation, de la récupération par la GMS, etc. Et en réponse à ça, il y a en ce moment une action qui est conduite dans un magasin de producteurs, qui est basé également à Chaumont. Donc ce magasin de producteurs, il s'appelle Brin de Campagne. Initialement, c'est 3 producteurs proches de la retraite sur des exploitations bien installées, qui sont lancés dans l'aventure circuit court et qui permettent la commercialisation à plus de 50 producteurs aujourd'hui. Ils ne sont pas que dans le local, puisqu'on trouve des abricots et des oranges, mais ils sont que dans la dynamique producteur. Et ils ont laissé la place aux consommateurs et aux clients pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils fassent leur choix dans leur circuit court. Donc on retrouve la dynamique AMAP. Et là-dessus, il y a vraiment des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs choisissent est-ce qu'on veut des abricots de la Drôme, qui sont produits en bio, qui viennent peut-être de plus loin, mais dans tous les cas, on n'aura jamais d'abricots en Champagne-Ardenne. Et donc voilà, il y a des choix, les consommateurs, les clients des magasins et les clients des circuits courts ont leur mot à dire. Et le plus difficile, c'est qu'ils trouvent leur place dans les circuits courts. Et là, il y a tout un rôle d'animation, c'est évident. Muriel Le Singe, je travaille au sein d'un lycée agricole dans le Jura, et donc plutôt sur la restauration collective, et je voulais réagir par rapport à ce que vous disiez sur les consommateurs. Effectivement, moi je trouve c'est assez difficile de comprendre ce qu'attendent les consommateurs, même quand on fait des enquêtes. Nous on s'en rend compte quand on fait des commissions restauration avec les élèves. L'alimentation c'est quelque chose d'assez compliqué, et entre les considérations sur le prix, la saisonnalité, l'accessibilité sur les consommateurs lambda, ou plutôt avec les lycéens sur le goût, on a tous des goûts différents, et au final savoir ce que veut un consommateur, c'est très compliqué. Enfin, je trouve que c'est assez compliqué. Donc d'essayer de savoir et d'impliquer ces consommateurs-là dans la prise de décision, c'est une étape encore plus complexe. Donc je ne sais pas, ma question c'est de savoir est-ce qu'il faut essayer de les impliquer dans les choix, ou c'est seulement de l'éducation qu'il faut faire vis-à-vis du consommateur. Je ne sais pas à quel niveau on doit se placer, et selon le type de consommateur, parce qu'autant les consommateurs militants s'impliquent dans les choix, autant les autres consommateurs, finalement, est-ce qu'il ne faut pas d'abord faire l'éducation avant de leur demander quel mode de gouvernance territoriale on veut mettre en place? Agnès Gosselin, je travaille depuis avril au parc naturel des Boucles de la Seine normande, donc l'ancien parc de Bretonne.
Donc 3 points déjà de contexte. D'une part, il y a une association pas loin qui s'appelle les Défis Ruraux, qui travaille avec les CIVAM, qui avait mis en place depuis 5 ans les bons repas de l'agriculture durable. Donc l'idée, c'était plutôt relocalisation que bio. Et c'était aussi dans la réflexion des lycées agricoles sur les agendas 21 des lycées agricoles. C'était un peu lié, la réflexion. Et donc, l'idée, c'était qu'une fois par mois, une fois par quinzaine, les lycées qui s'impliquaient dans les bons repas d'agriculture durable proposaient un repas d'agriculture locale, on va dire, aux élèves, avec aussi des informations sur le goût et de la formation et de l'éducation au goût. Et donc, les bons repas d'agriculture durable recevaient une aide du Conseil général pour que les gestionnaires puissent maintenir les coûts par rapport à la moyenne à laquelle ils étaient contraints. Donc, par là-dessus, le Conseil général a diminué par 3 son aide. Et il y a eu, en parallèle, une association entre le Conseil général Eure et le Conseil général Seine-Maritime pour faire une réflexion alimentation santé auprès des établissements scolaires, qui a débouché sur des plateformes d'achat et une aide pour faire les appels d'offres, et donc pour allotir, je sais pas comment on dit, allotir les appels d'offres pour avoir des chances qu'une partie soit au moins en bio, parce que le défaut en mélangeant tous les produits, c'était que rien n'était bio, parce qu'il n'y en avait qu'un tiers ou une moitié qui pouvait être bio, donc du coup rien ne venait en bio. Donc voilà. Donc du coup, la réflexion Conseil général Seine-Maritime et Eure a donné un coup de frein, et puis la diminution des subventions, surtout des aides, a donné un coup de frein au bon repas d'agriculture durable. Voilà. Donc ça, c'est état des lieux. Et puis, donc, depuis 2 ans, il y avait un gros projet de plateforme de fourniture d'aliments bio, de produits bio. Et donc, elle s'est enfin construite. Donc, ça s'appelle Écocentre. Éco comme à la fois écologique et éco du pays de Caux. Et donc, à l'occasion de l'inauguration d'Écocentre, le parc, j'y viens enfin, a été appelé pour organiser une conférence sur l'agriculture bio. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible de mettre du produit bio dans la restauration collective ? Donc, avec plein de partenaires, donc l'Écocentre, le groupement d'agriculture biologique, les chambres d'agriculture et ce qu'elles font déjà par rapport aux producteurs d'agriculture biologique, Interfel, donc l'interprofessionnel des légumes, l'agence bio, Interbio, les défis ruraux qui avaient monté les bons repas d'agriculture durable. Carder, c'est une association qui fait plein de choses par rapport à l'éducation, à l'environnement, au développement durable. Je crois que j'en oublie, mais ça ne fait rien. C'est pour vous montrer qu'il y avait beaucoup de partenaires. Donc, on a monté une journée avec, en matinée, les atouts de la bio. Et en après-midi, oui, c'est possible de mettre de la bio dans la restauration collective avec plein de partenaires. Donc, on a eu un médecin, on a eu les gens du Conseil général qui sont intervenus. Et donc, en définitive, on a eu 100 personnes les conférences du matin, 50 l'après-midi. Écocentre a servi 300 repas bio. C'était super. On a démontré que bio, c'était pas plus cher pas vraiment beaucoup plus cher, même pas plus cher que les repas normaux, conventionnels. Et donc, on a mis notre petite pierre à l'édifice de la réflexion sur est-ce que la bio et le local, on y tient, c'est possible dans la restauration collective. Comment plus impliquer les consommateurs dans cette réflexion sur la maîtrise de leur alimentation. Il me semble qu'un des biais, on passe plus par l'éducation, comme a dit la dame. Moi, je trouve qu'un des biais, c'est par les enfants. Hein. Nous, on mène une opération qui s'appelle de la ferme à ta cantine sur 25 communes, là maintenant 3 ans, et où en fait, au-delà de
enfin, au-delà de l'approvisionnement en produits locaux des cantines qui se fait, on mène tout un programme d'animation avec des conférences, avec des films, etc. Et enfin, je me demande si c'est pas un moyen, enfin il n'y a pas qu'un moyen, mais les enfants sont souvent un moyen d'atteindre les parents et on passe plus par l'éducation, c'est vrai, que essayer de répondre, moi je pense à des problématiques abruptes des consommateurs, à des demandes des consommateurs. Et parce qu'on on replace les enjeux, quoi, hein, on rediscute des enjeux. Et ce qu'un consommateur peut-être n'a pas forcément en tête quand on lui pose, des questions, quoi. Et voilà, moi je pense que un des intérêts des programmes au niveau de la restauration collective, notamment des primaires, je trouve, hein, c'est justement d'atteindre les parents et de les faire réfléchir. Alors, pour rebondir là-dessus, nous, en fait, dans l'alimentation, santé et territoire, on touche aussi, on a une action qui s'appelle Cantine de terroir, qui est menée sur un des cantons où, justement, on touche les enfants pour atteindre, bien sûr, les parents qui sont les premiers consommateurs après à acheter les produits. Donc, mais on ne l'a pas limité qu'aux primaires. Nous sommes allés jusque dans les lycées. Et on a également, le Conseil général de la Drôme a développé un outil qui est, on va dire, plus à destination des producteurs, que peut-être vous avez entendu parler, c'est AgriLocal, qui permet en fait aux producteurs de répondre aux appels d'offres des lycées et des collèges qui ont des besoins en matière de produits. Donc il y a des petits encarts, on a besoin de X kilos d'abricots, bio ou pas bio, suivant ce qu'ils veulent. Et en fait, les agriculteurs ont accès à ça et peuvent répondre, s'ils le souhaitent, à la demande. D'abord, une partie des cuisines sont concédées à des entreprises extérieures, donc ne se font pas en régie. Quand elles se font en régie, des problèmes tout bêtes, il n'y a plus de légumerie. Donc on fait appel à un grossiste qui fait la transformation forcément. Donc on va se retrouver. Et là, il y a tout un travail à faire effectivement sur des questions de plateforme, sur des questions de réintroduire des légumeries qui puissent servir de relais entre le producteur et puis la cuisine d'un lycée, d'un collège ou d'une école primaire. Oui, mais ça, on arrive. Maintenant, il y a moyen de le contourner. C'est-à-dire qu'il y a. Ouais. Peut-être te redonner la parole, Louis, parce qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, qui est la dernière, c'est le profil d'animateur sur les projets, on va dire, qui touchent les circuits courts. Et peut-être que ton expérience peut amender la question. Déjà, les circuits courts, ils ont quand même quelque chose de particulier, c'est que ça bouge, il y a une dynamique. Donc ça, c'est pour un territoire ou pour un animateur de territoire, c'est quand même assez... Il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, dans le domaine des parcs, il n'y a pas toujours des dynamiques comme ça, où finalement, on pourrait se dire, on n'a pas grand-chose à faire, puisque de toute façon, il y a des installations, il y a des groupements qui se créent, Donc, on est sur quelque chose qui est un accompagnement, peut-être à aider à cadrer certaines choses pour que ça dure, quoi, et pour éviter des doublons, pour éviter des décalages, parce que ça va trop vite sur l'offre et pas assez vite sur la demande. Donc, on a ce type de projet aussi dans le bois énergie, par exemple. C'est des choses qui explosent en ce moment. Et donc, ça demande à avoir une vision de tout ce qui se passe sur le territoire, et tout seul, c'est pas possible. Alors je disais que souvent on a des profils d'agriculture, donc on a tendance à avoir cette entrée-là qui n'est pas forcément toujours le moteur du développement des circuits courts. Donc voilà, on a vu ce matin aussi que ça faisait appel à des questions très techniques. On parle de l'abattoir, il y a les normes européennes, il y a les statuts juridiques, etc. Bon bref, il y a de l'économie, et puis il y a beaucoup d'humains. Donc moi je n'ai pas de réponse sur ce profil d'animateur. Je pense que peut-être le mot-clé, c'est décloisonner, quoi. Comme on travaille sur des chaînes et d'acteurs, des choses où il y a des gens très différents, et tout ça, ça doit se voir dans son ensemble. Bah, quelque part, il faut aussi, au niveau des structures d'appui, que ce soit des collectivités, que ce soit des chambres consulaires, que ce soit des CIVAM, des associations, des groupes socioprofessionnels, il faut qu'on arrive à travailler, à décloisonner pour appuyer et se voir et bien comprendre ensemble
comment on peut soutenir ça sans qu'il y ait ni incohérence, ni de concurrence, ni de doublon, quoi. Et ça, c'est pas toujours évident. Juste une dernière remarque quand même que tu as formulée d'ailleurs. Pour un politique local, quand même, quand on voit par exemple le fait que sur un départ, il y a 2 installations, ça fait quand même réfléchir. C'est-à-dire finalement, l'importance de la création d'emplois autour des circuits courts devient primordiale dans des territoires de ce type. Aujourd'hui, dans le reste de l'agriculture bretonne, aujourd'hui, c'est la décrépitude complète. C'est-à-dire qu'il y a une hyper-concentration. Le modèle familial est en train de disparaître complètement dans le modèle agricole breton. Il y a une hyper-concentration. Et d'ailleurs, je posais la question tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, quand vous êtes producteur de porc ou producteur de lait, mais surtout de porc, vous avez besoin aujourd'hui de terre, vous avez besoin de céréales et vous avez besoin de terre pour répandre. Et donc la question foncière, on va chercher n'importe quelle terre pourvu qu'elle puisse permettre d'épandre du lisier parce que ça coûte moins cher. Donc, et les modèles aujourd'hui qui se développent aujourd'hui de reprise, c'est de l'ordre de 500 à 1000 truies et la suite. C'est-à-dire des modèles avec plusieurs salariés, donc des modèles quasi industriels. Là, on est vraiment dans ce modèle-là. Le modèle familial est en train de disparaître complètement du territoire breton. Donc c'est quand même rassurant de penser qu'au travers de la dynamique des circuits courts, on voit une dynamique de création d'emplois avec, a priori, bon, bah, c'est pas toujours la gloire parce qu'il y a beaucoup de travail, effectivement, que le revenu n'est pas toujours en relation par rapport au travail donné. Cela dit, il existe et ces emplois, ils se créent et les gens sont satisfaits du travail qu'ils font. Donc c'est quand même aussi quelque chose d'important et qu'il faut retenir au-delà des aspects, effectivement, de la consommation. De toute façon, la consommation, il n'y a pas le choix. Elle est quand même pour l'essentiel dans les zones urbaines. C'est là où les gens mangent, hein, et c'est là où les gens se trouvent. Qu'ils l'aient choisi ou qu'ils ne l'aient pas choisi, c'est là où sont une bonne partie des emplois. Parce qu'aujourd'hui, il ne reste plus quand même que 3% de la population active dans l'agriculture, même dans les circuits courts, ça existe. Oui, juste un mot pour préciser et développer l'importance dans la durée de l'animation. Par rapport à cet exemple que j'évoquais de la restauration collective sur le pays de Haute-Provence, on a aujourd'hui une convention qui vient d'être conclue entre le Conseil général, la région et un pays, en l'occurrence, et sur l'animation de la filière approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux. C'est le fruit ça fait 4 ans qu'il y a un temps plein dessus, quoi. Je veux dire qu'on est aujourd'hui à une concrétisation qui est encore au balbutiement de ce qui doit se faire à mes yeux, mais ça fait quand même, on est à la 4e année d'un temps plein sur le sujet et qui met les gens autour de la table et ça commence à porter ses fruits. Donc je veux dire qu'il y a cette notion de durabilité de la démarche qui est directement proportionnelle à la durée de l'animation. Je voulais juste revenir sur le profil d'animateur. Vous disiez que ce qui est important, c'est de décloisonner. Je pense qu'il y a aussi un niveau au-dessus, c'est qu'on doit, en tant qu'animateur, on a aussi un rôle de traducteur. On se retrouve avec des acteurs qui sont chacun dans leur domaine, qui ont chacun leur façon de penser, leur façon de voir. Et on a aussi le rôle d'expliquer les enjeux des uns et des autres, aux uns et aux autres. Je prends l'exemple, donc je suis la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire, et on accompagne certaines communes, certains restaurants scolaires communaux autogérés pour qui s'approvisionnent en partie en produits locaux. Et généralement, on va voir sur les agriculteurs de la commune ou autour. A priori, ça paraît plus simple qu'une plateforme logistique, etc. Et on se retrouve face à des choses compliquées. Il faut expliquer aux producteurs que le cuisinier, il doit faire son menu un certain temps à l'avance, il doit s'organiser, etc. dans ses approvisionnements. On doit expliquer au cuisinier que le producteur, il peut avoir un problème de production, qu'il ne peut pas caler toutes ces semences sur le restaurant scolaire, puisqu'ils ont aussi d'autres débouchés, et que s'ils plantent des concombres pour tel jour donner 30 kilos de vendre 30 kilos de concombres à la cuisine, il faut que aussi
tout ce qu'il produira à côté, il faut qu'il trouve des débouchés pour le vendre. Enfin bref, il y a vraiment toute une pédagogie à avoir. Je ne parle même pas après des élèves et des parents d'élèves, puisque avoir des produits locaux dans les menus, ça veut dire qu'on ne va pas manger pareil que quand on se fournit auprès d'un grossiste. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment un rôle aussi de traducteur, et donc ça implique aussi de connaître un petit peu les enjeux de chaque partenaire. Voilà. Bon, ben, maintenant, on va laisser la parole à Nathalie, notre rapporteure, qui va essayer de faire une petite synthèse. Donc, Nathalie Arrojo, Bergerie Nationale. Donc, ce qu'il en ressort à mes yeux de cet atelier, d'abord par rapport à la présentation, c'est l'importance de travailler à une échelle pertinente, de bien délimiter le territoire sur lequel on va travailler. L'importance donc des méthodes, de la méthodologie suivie. Donc, la notion également de trajectoire d'un territoire, on en a parlé ce matin, mais ça ressort dans cet atelier. Donc, l'évolution de ce territoire et puis ce qui va indiquer des évolutions dans ce territoire, des signaux. Donc après, la notion aussi de bassin de vie qui ne semble pas suffisante et qui donc est complétée par cette approche où l'on va rechercher des liens entre les lieux de vente et les lieux d'origine des produits. Donc c'est une approche qui est une approche producteur, là, je signale. Voilà. Dans un deuxième temps, donc par rapport à ce qui nous a été présenté, cette approche territoire et donc bien trouver le territoire pertinent va permettre de bien identifier les acteurs concernés et les thématiques pertinentes. Donc après, voilà. Alors ce que j'ai relevé aussi, c'est que dans l'exemple qui nous a été illustré, et c'est en lien avec la question sur quel est l'animateur idéal, c'est de savoir aussi faire appel à des compétences extérieures. C'est ce qui a été fait, puisque l'animateur ne peut pas tout connaître. Donc, il y a des questions très techniques que l'animateur ne peut pas aborder, notamment dans les questions de l'abattoir, sanitaire, etc. Par rapport à l'animateur et quel est ce rôle de l'animateur, donc j'ai relevé plusieurs points. Donc, le décloisonner, donc savoir décloisonner et traduire. Donc, être capable de faire entrer en lien et en communication des acteurs du territoire qui viennent de corps de métiers très différents et qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Un autre point qui a été abordé et qui est important, c'est la question des consommateurs. Donc, dans l'exemple cité, ils ne se sentaient pas, je ne sais pas si c'est le mot, en mesure ou prêts à aborder les consommateurs. C'est aussi un des rôles que peut avoir l'animateur. Et on le voit par l'illustration des exemples qui nous sont donnés, notamment à travers les exemples sur la restauration collective, où on a une entrée plutôt consommateur avec sensibilisation des acteurs, donc des mangeurs, qui vont eux-mêmes sensibiliser les parents.